Rien que pour vous, je me suis infligé la déclaration de candidature de Gabriel Attal à la présidence de la République. Et je dis bien infligé parce que j'avais rarement entendu quelque chose qui sonnait aussi vide, qui était aussi creux. On avait vraiment l'impression d'un truc qui aurait été écrit par quelqu'un qui sortait d'une école de marketing, ou par ChatGPT, ce qui revient plus ou moins au même. Quand Dominique de Villepin fait le même genre de discours à la Sorbonne, alors certes c'est démago, mais au moins ça sonne bien, t'as envie d'y croire. Là on dirait que l'objectif est un peu le même, mais que ça ne marche pas, tant ça reste en surface. Bon, vous l'aurez compris, dans cette analyse politique, on s'intéresse à la candidature de Gabriel Attal et au programme économique de Renaissance. Alors du coup, où en est Renaissance? Depuis que Gabriel Attal a repris le parti, il a promis un travail de fond. Ce travail de fond a abouti à plusieurs livrets thématiques qui font un certain nombre de constats et promettent un certain nombre de mesures. Le premier objectif fixé par Renaissance en matière économique, c'est la réindustrialisation. Rigolez pas, c'est vraiment ça. Oui, parce que bon, Renaissance parle de réindustrialisation depuis des années, mais n'a pas fait grand-chose en la matière. Au contraire, la désindustrialisation a progressé. Le cas le plus médiatique et le plus connu, c'est celui d'ArcelorMittal. Toutefois, Gabriel Attal propose de renouer avec le protectionnisme, en alignant la qualité des produits importés par la France sur la qualité des produits conçus en France. Par ailleurs, Renaissance ambitionne de créer pas moins de 500 000 emplois et de construire 10 000 usines en quelques années, ce qui est très ambitieux quand on connaît leur bilan. Mais alors, comment on atteint de tels chiffres alors qu'on n'a rien réussi à faire au cours des 10 dernières années? Par de la commande publique? Par des grands plans d'investissement? Eh ben non, en baissant les impôts et en encourageant la création d'auto-entreprises, bien sûr. Non, je plaisante pas, Renaissance utilise encore la carotte des impôts trop élevés en promettant de baisser les impôts, quand bien même ça fait 10 ans qu'ils font ça et que ça marche pas. Les baisses d'impôts en France, qui ont surtout profité aux milieux les plus aisés et aux grandes entreprises, n'ont pas eu pour effet la création d'emplois, mais au contraire l'augmentation des inégalités et l'explosion de la fortune des plus riches. Il y a aussi eu une forte augmentation de la création d'auto-entreprises. D'ailleurs, la majorité des emplois créés sous Macron sont des auto-entreprises. Sauf que la création d'auto-entreprises a pour effet principal une précarisation du travail. Oui, parce que la majorité des entrepreneurs ne sont pas leurs propres patrons, mais des travailleuses corvéables à merci parce qu'ils n'ont quasiment aucune protection. Mais du coup, on parlait de baisse d'impôts. Quels impôts? Eh ben Renaissance propose de fortement baisser les impôts de production et de créer une fiscalité attractive pour les entreprises étrangères qui voudraient s'installer en France. Il propose de faire baisser le coût du travail par des allègements de charges sociales, ce qui veut dire en pratique moins d'argent pour le service public. Mais en même temps, ils ont l'audace d'affirmer que leur politique rapporterait entre 100 et 150 milliards d'euros en plus dans les caisses de l'État. Alors comment on s'y prend pour ramener 100 milliards d'euros dans les caisses de l'État en faisant baisser les sources de recettes de l'État? Vous pouvez pas deviner si vous l'avez pas lu. L'IA. Le point le plus visible du programme économique de Renaissance, c'est la mise en avant complètement ouf de l'IA générative, présentée comme une nouvelle révolution industrielle qu'il faudrait absolument s'approprier. Alors Renaissance propose de mettre de l'IA absolument partout pour booster la productivité et rapporter la bagatelle d'1 point de PIB. Ils veulent mettre de l'enseignement de l'IA dès l'école, mais aussi former 10 millions de salariés à utiliser l'IA dans leur travail. En d'autres termes, forcer les salariés à implémenter l'IA dans leur travail, même s'ils s'en sortaient très bien sans jusque-là. On le notera au passage, mais ça implique que l'objectif n'est absolument pas d'utiliser les gains de temps potentiels de l'intelligence artificielle pour baisser le temps de travail et permettre aux gens de faire autre chose. Non, au contraire, on va devoir travailler plus. Parce que oui, Renaissance est encore et toujours bloquée dans une logique productiviste. Rien n'existe au-delà de la croissance économique, et ce, même s'il faut tuer la planète au passage. Enfin, vous inquiétez pas, ils veulent créer un éco-score sur les produits de consommation pour nous sauver du réchauffement climatique. Renaissance ambitionne au passage de créer 10 géants de la tech européens dans les 10 prochaines années. Comme Quant, je suppose. Et c'est marrant parce que ce décalage entre le discours sur la souveraineté numérique et la réalité des faits, il me dit quelque chose. Ah oui, Macron. Non, parce qu'encore une fois, ils sont au pouvoir actuellement, et ce depuis 10 ans, et ils n'ont rien fait en la matière, c'est même plutôt le contraire. Les administrations publiques et les collectivités continuent de payer des licences massives auprès des entreprises états-uniennes, et ce malgré le fait que des alternatives libres, et bien souvent européennes, existent. Et ce malgré le fait que les acteuristes des alternatives en question préviennent depuis des années que la dépendance aux produits états-uniens est extrêmement dangereuse. Et ils ont fait... ah oui, rien. Bon, j'avoue qu'à la lecture de ce livret thématique consacré à l'économie
l'économie, j'étais un peu sidéré. Parce que ça donne vraiment l'impression que rien n'a été conclu, que rien n'a été compris. Les macronistes continuent de vivre dans une bulle où tout ce qu'ils ont fait a été couronné de succès. Et du coup, aucune raison de ne pas aller encore plus loin, en rabotant encore l'assurance chômage, en fliquant encore plus les allocataires, en précarisant encore plus les conditions de travail. C'est vraiment une blague de Shadok en fait, en mode on va faire le truc qu'on a déjà fait et qui n'a pas marché les 27 fois précédentes parce que c'est quasiment certain que la 28e va être la bonne. Même si dans le même temps, je peux pas m'empêcher de penser que s'ils proposent ça, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont aucune chance. Attal vient d'annoncer sa candidature, ça n'a pas particulièrement soulevé les foules et en même temps, faire du Macron 2017 en 2027, ça a assez peu de chances de soulever de l'enthousiasme. L'objectif d'Attal, c'est peut-être davantage une stratégie du coup d'après. En mode, on existe en 2027, puis on restructure le parti à son profit comme Chirac l'a fait avec le RPR, et on finit par l'emporter en profitant de l'augmentation de son aura au bout de plusieurs tentatives. Beaucoup de gens pensent d'ailleurs que Gabriel Attal se retirera à la rentrée en faveur d'Édouard Philippe pour éviter de diviser son camp, mais je suis un peu sceptique par rapport à ça. Alors oui, si on promet un score cataclysmique à Gabriel Attal, genre 3%, c'est possible qu'il se retire pour éviter une humiliation. Mais en même temps, dans un pays hyper présidentialisé, Gabriel Attal sait probablement que s'il se range derrière Édouard Philippe, il en retirera assez peu de gains politiques ensuite. Peut-être en se mettant dans sa succession à la limite, comme Édouard Philippe l'a fait avec Emmanuel Macron, mais si c'était le cas, il aurait déjà rejoint Horizon. Mais bon, il y a quand même un progrès par rapport à Macron, à savoir qu'il propose des trucs de droite, mais en même temps on les connaît. À la prochaine!